Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, je vais m'intéresser à l'intérêt que nous aurions tous et toutes, meneurs comme joueurs, à dégraisser nos sessions de jeux de rôle. Alors, l'objet du message n'est pas de vous inviter à diminuer la quantité de chips, la quantité de boissons sucrées, de bonbons que vous dégustez pendant vos parties. Bien évidemment, comme peut laisser présager ce titre, fort ingénieux pour vous inviter à cliquer, vous avez remarqué, mais je vise surtout véritablement dégraisser quelque part ce qui se joue à table. Alors vous allez comprendre l'intérêt de tout cela. En fait, je vise par là l'histoire qui se raconte lorsqu'on est en session de jeu de rôle, que ce soit en actual play ou à table, même si c'est deux pratiques très différentes, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Alors, effectivement, déjà sur le fait que l'on raconte une histoire à table, je pense que peut-être tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Pour ma part, qu'il y ait ou non scénario préparé, même absence de scénario au préalable, il y a une histoire qui se raconte à table à partir du moment où un meneur expose une situation et qu'une conversation s'engage avec des joueurs. Forcément il y a une partie, qu'on le veuille ou non, qui se joue, et pour moi donc une histoire qui se raconte. Et cette histoire, pour qu'elle soit efficace, notamment si l'on est attentif à la manière dont, doit se construire une histoire, doit se construire une narration ou un récit pour être efficace, eh bien on va vite se rendre compte que une histoire ne s'encombre pas de superflu dans son efficacité, et c'est même tout le contraire. C'est-à-dire qu'une histoire efficace, finalement, est une histoire qui se départit de tout ce qui ne lui est pas utile, de tout ce qui ne sert pas le tout, le message qu'elle cherche à vous transmettre. C'est pour cela d'ailleurs que auteurs, scénaristes, lorsqu'ils ont, accouché de ce qu'ils veulent vous raconter, passent pratiquement nécessairement, je pense tous même, on va être clair, par cette étape de dégraissage en se disant, dans ce que je raconte, quels sont les éléments qui ne servent pas la narration, qui ne servent pas mon histoire, qui lui, quelque part, lui enlève de la force, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quel que soit le support sur lequel cette histoire vous est livrée, qu'il s'agisse d'un film, qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'une BD, d'un conte que l'on vous adresse, tous les éléments qui sont soumis, qui vous sont soumis, que ce soit visuel, que ce soit sonore, le montage, le séquençage, ce qu'on choisit de vous montrer, de ne pas vous montrer, le dialogue, les décors, même la photographie, l'image, tout cela, je dis bien tout, dans le plus évident comme dans peut-être le plus anodin, normalement doit servir l'histoire. Et à partir du moment où ça ne sert pas le tout histoire, c'est-à-dire le tout message que le film cherche à vous délivrer, normalement l'auteur va chercher à les écarter. Alors les écarter pourquoi ? Évidemment, il y a la contrainte évidente du support. Sur une BD, j'ai quelques planches pour vous raconter une histoire. Inutile de vous dire que je ne risque pas, j'ai pas intérêt à perdre des cases pour raconter des choses qui ne font pas progresser les récits, qui ennuient ou qui sont redondantes. Dans un livre, j'ai quelques pages, là encore une fois, 300 pages, où j'ai peut-être plusieurs tomes, mais bon, je suis quand même contraint par le support. Dans un film, j'ai 1h30, 2 heures, ok. Pièce de théâtre, pareil, et puis j'ai la contrainte même de la scène, d'un nombre de comédiens, peut-être d'éléments de décor, on peut pas non plus tout exprimer. Enfin, si, on peut tout exprimer au théâtre, mais il y a, vous avez compris, les contraintes techniques qui s'imposent. Donc ces contraintes-là, d'évidence, vont arbitrer, évidemment, un choix, une synthèse. Autre élément, évidemment, qui arbitre aussi la synthèse, c'est le temps. Le temps du récit, le temps que je prends pour vous raconter une histoire, pour vous la livrer, n'est pas le même que celui qui s'écoule dans l'histoire que je suis en train de raconter. Donc, autre contrainte. On pourrait se dire, mais moi, en jeu de rôle, ces contraintes-là, je m'en fiche un peu. Pas grave. Mon scénario prendra 5 sessions au lieu de 2 ou 3 pour être livré. Sauf que, au-delà de ces contraintes-là, on va chercher à dégraisser, à évacuer ce qui est inutile, parce que
non content d'être inutile, ça parasite votre message principal. Et c'est là où, je dirais, la contrainte qui a priori n'en est pas une en jeu de rôle, va quand même en devenir une, parce que, en fait, à partir du moment où on garde ce gras, on garde ce superflu, on ne l'enlève pas. Ce qui guette, c'est la redondance. C'est l'ennui, c'est de rendre moins captivante notre histoire et surtout de diluer les éléments importants, voire de mener sur de concentrer l'attention sur des éléments qui ne méritent pas notre intention, en tout cas pas l'attention de ceux à qui on veut adresser ce message. On va donc faire perdre de la force, faire perdre de la densité, de l'intensité à notre histoire. Prenons un exemple concret. Imaginons le cas d'un inspecteur de police, police criminelle, qui est en train de résoudre, en tout cas il tente de résoudre peut-être l'enquête de sa vie. Voilà, celle qui, je dirais, on n'en a qu'une comme celle-ci dans sa carrière. Prenons la même histoire au réel et adaptée au cinéma. Dans le réel, il se trouve que notre enquêteur, au moment où il est sur la plus grosse enquête de sa vie, il interroge des témoins, il chope un rhume carabiné. Tellement carabiné qu'en interrogatoire, il tousse, il se mouche, il s'interrompt, à un moment donné, il est même obligé de prendre une pause peut-être, puis il revient, mener son interrogatoire. Bon, il se trouve que dans la vie réelle, ça pourrait tout à fait arriver, et ça pourrait ne pas avoir d'impact significatif, voire même pas d'impact du tout sur la résolution de son enquête. C'est un fait, voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, il était enrhumé. Ça, c'est ce qui peut se passer dans la vie réelle, et qu'on l'accepterait. Pourquoi on l'accepterait ? Parce que c'est la vie réelle. Donc la vie réelle, on ne peut pas juger de son acceptation, elle se produit sous nos yeux. Dans un film, si maintenant je prends cette même histoire, et j'intègre le rhume de mon inspecteur, sauf que ce rhume-là, je dirais, je ne lui réserve pas de conséquences particulières, pas d'impact particulier sur le déroulé de mon récit, sur sa conclusion, sur la manière dont est menée l'enquête, c'est-à-dire que mon inspecteur ait été enrhumé ou pas, l'histoire que je livre sur mon support cinéma aurait été exactement la même. Et bien là, inutile de vous dire que si on conservait cet élément-là dans un film, vous seriez perdu. Vous seriez en train de vous dire, mais à quoi ça sert ? Vous seriez sûrement pas en train de vous dire, c'est pas grave, c'est inutile, c'est du superflu, mais après tout, qu'importe, je suis l'histoire principale. Vous seriez un petit peu choqué. C'est pour ça que dans les films, je prends l'exemple des films parce que c'est plus évident, c'est peut-être ce que le média par lequel tous et toutes on va consommer le plus d'histoires, j'imagine. Eh bien, tout ce qui est inutile n'apparaît pas. De la même manière dans les dialogues. Dans la vie réelle, nos dialogues ne sont pas toujours captivants, nos échanges ne sont pas toujours captivants, voire nos phrases ne sont pas forcément compréhensibles, notre langage pas forcément audible, on va peut-être de temps en temps hésiter sur des mots, il va y avoir des blancs, au cinéma tout ça, ça n'existera pas. Ou alors, s'il y en a, c'est qu'ils servent le récit. Ils servent à renseigner d'un personnage, de son état d'esprit. Mais on va sûrement pas s'encombrer, je dirais, d'échanges qui ne sont pas intéressants. Voilà. Dans un jeu de rôle, eh bien, on va devoir, à mon sens, essayer d'éviter le même écueil. J'ai un scénario dans lequel on doit libérer une princesse. Et puis il se trouve que nos joueurs décident d'aller chez le marchand acheter quelques flèches. Ok, c'est bien beau. Mais si j'y passe du temps sur cet échange-là, si on joue cette rencontre chez le marchand à force, avec grand renfort de roleplay, c'est peut-être plaisant de jouer cette scène-là. Sauf qu'avec le recul, je pense que ça dessert, parce que ça édulcore peut-être le scénario principal, l'histoire principale qui doit être racontée, qui doit se jouer. Ça fait focus sur un élément qui n'a pas véritablement d'intérêt. Alors, certes, c'est confortable, et souvent, dans la main de partie de jeu de rôle, on va s'inscrire là-dedans, parce que je pense, un petit peu à tort, tant pis si je m'attire des foudres, que c'est bien, c'est roleplay, c'est super, les joueurs font du roleplay. Sauf que le roleplay au service du vide, parce que pour moi c'est un petit peu le service du vide quand ces scènes-là, au service du vide quand ces scènes-là vont trop loin, ça n'apporte rien et ça édulcore au contraire l'expérience. Et c'est là, en tant que meneur et garant du rythme, principal garant du rythme,
je dirais il faut essayer de faire que ces éléments-là, qui viennent un petit peu parasiter le principal, ne s'étalent pas. Ou alors, si ces éléments-là se jouent, il faut qu'ils aient une importance. Essayez d'y injecter dedans des éléments qui vont faire sens dans l'histoire. Je reprends le cas de mon enquêteur. Si maintenant dans mon scénario, cet enquêteur-là, il a un rhume carabiné. Je montre qu'il a un rhume carabiné dans le cadre d'interrogatoire. Bon, on se dit, ok, super, il a un peu du mal, il est malade, le pauvre, c'est pas facile, il joue en plus l'enquête de sa vie. Et que, dans le premier cas, vous vous souvenez, j'en faisais rien. Sauf que là, maintenant je remanie mon film, et à la 40e minute, il est en train de suivre un suspect, voilà, et il se trouve qu'il tousse. Ah, il a été discret jusque-là, le suspect se retourne, il le voit, il prend la fuite. Là, ok, là, le rhume, la graine, il a un rhume que je viens de semer, prend son sens dans l'histoire. Et là, ce n'est plus un élément inutile, superflu. Je lui ai donné du sens. Et c'est comme ça vont fonctionner tous les films. C'est un petit peu une espèce de fusil de Tchekhov, c'est-à-dire qu'on vous montre un élément. Il a été bousculé par quelqu'un, il a été bousculé à un moment donné d'un échange, où on voit un personnage qui passe dans le fond, sur lequel la caméra s'attarde. On nous montre un objet en particulier au début du film, dont on se dit, à quoi ça va bien servir, je comprends pas. Tout ce qu'on vous montre, dans un film, dans une histoire, et quel que soit le support encore une fois, à partir du moment où on vous le montre, vous pouvez être sûr, et instinctivement d'ailleurs vous le percevez comme ça, même si vous le conscientisez peut-être pas, va servir dans le film, évidemment, sinon on ne vous montrerait pas. Donc, vous avez compris à quel point le fait de montrer quelque chose d'inutile dessert. Dessert parce que, instinctivement, vous lui accordez un sort. Si on vous le montre, c'est qu'il y a une utilité. Sinon, à quoi bon ? Et le à quoi bon vient parasiter. C'est là où c'est plus problématique, c'est-à-dire que on va faire le focus sur des éléments qui vont faire perdre de la force à d'autres éléments qui sont plus intéressants à montrer, plus intéressants à explorer. Maintenant, se pose la question de savoir quand est-ce que je suis en train de nourrir ce vide, de faire du gras. Eh bien, on va faire du gras en jeu de rôle, par exemple, lorsque, on l'a tous fait, moi le premier, on expose, une situation, on présente des joueurs, on présente un cadre, un environnement, et on dit aux joueurs, qu'est-ce que vous faites ? Là, pour moi, c'est un peu problématique, finalement, quand on y réfléchit. Parce que c'est un « qu'est-ce que vous faites » qui appelle à nourrir le vide. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problème à résoudre. On a posé juste un décor, on a posé des personnages, et on dit aux joueurs « qu'est-ce que vous faites » ? Compliqué parce qu'il n'y a rien à faire, en fait. On a dit un « qu'est-ce que vous faites » qui intervient peut-être un peu trop tôt, puisque dans toute histoire... quelle qu'elle soit, grosso merdo, on va dire, on a une situation de départ, un élément perturbateur, un problème à résoudre en quelque sorte, et puis on a des personnages qui vont essayer de résoudre ce problème, de le dépasser, y arriveront-ils ou pas, l'histoire le dira, et puis comment on ressort de tout ça. Voilà, grosso modo, l'articulation, c'est un peu ça. Je schématise, mais voilà. Si dans vos scénarios de jeu de rôle, vous dites à vos joueurs qu'est-ce que vous faites alors que vous n'avez pas posé de problème, il n'y a rien à résoudre, donc compliqué pour eux. Par contre, ce qui peut être intéressant, au lieu de leur dire qu'est-ce que vous faites, je pense, ce serait peut-être de dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Là, ça devient plus intéressant, parce que là, on va plus faire du gras, on va faire du bon gras. Le bon gras, ça va être de dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et là, ça va permettre aux joueurs d'exposer leur personnage. Et ça, c'est intéressant. C'est particulièrement utilisé, notamment dans le cinéma d'horreur. Prenez Alien, par exemple, comme film. On va vous exposer des personnages, et par leur dialogue, par leur manière de se comporter, vous allez comprendre de ces personnages, qui ils sont. Vous raconter un petit peu, à tort ou à raison, ce qu'ils peuvent être. On va vous semer des indices. Ça vous permet déjà de rendre ces personnages vivants, de leur donner une âme, de leur donner une forme d'humanité, et vous, de pouvoir vous identifier à eux. Ce qui va faire, surtout, que vous allez être préoccupé par le sort que ces personnages risquent d'avoir dans le film. Parce qu'il y a une connexion qui s'est faite avec eux, une part d'humanité que vous avez décelée, une passerelle, quelque chose qui vous raccroche au fait que, ah oui, tiens, ce personnage me ressemble, donc comme il me ressemble, je suis préoccupé par ce qui va lui arriver.
Donc ce gras-là, c'est du bon gras. Je suis en train de... Ouais, par le simple fait de dire finalement qu'est-ce que vous êtes en train de faire, j'amène à l'exposition, et là ça permet aux personnages et aux joueurs d'exposer leur personnage plutôt, alors qu'on n'a pas encore posé le problème à résoudre, on n'est pas encore complètement rentré dans le scénario. Voilà comment on va pouvoir éviter un peu le gras. Le gras aussi, le problème, c'est qu'en partie de jeu de rôle, l'histoire est pas préétablie. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Pas entièrement en tout cas. Ce qui veut dire que par la discussion, vos joueurs vont vous soumettre des éléments. Et des éléments nouveaux vont arriver dans l'histoire, voire faire que votre histoire ne suivra peut-être pas le cours que vous vous étiez préalablement fixé. Évidemment, comme au théâtre, comme en improvisation au théâtre, on dit toujours oui. C'est un peu la règle, je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est-à-dire qu'on peut pas dire à un joueur « Ah, tu veux aller à gauche ? Ah bah non !» Enfin, on peut pas. Pour moi, on peut pas. C'est un peu montrer que le décor est carton-pâte. C'est montrer, attention, c'est fake, là tu peux pas y aller. C'est comme dans un jeu vidéo, la barrière invisible, ça ne marche pas. Donc, vous allez devoir composer avec ce que vont faire vos joueurs. Et là, effectivement, on peut se retrouver en difficulté, parce que le joueur va peut-être être en train, sans s'en rendre compte, évidemment, parce que lui ne sait pas, je dirais au préalable, quels sont les éléments importants du scénario, qu'est-ce qui mérite d'être exposé et qui fera que l'histoire est intéressante. Il va peut-être commencer à nourrir un peu du vide, à faire du gras, votre joueur, bien malgré lui, et c'est normal. Comment faire, du coup ? La seule solution que j'ai trouvée, moi, c'est d'essayer de réserver un sort à, tant que faire se peut, évidemment, à ce que le joueur va faire. Je vous donne un exemple. Dans une des parties de jeu de rôle que j'ai faites, ça a fait l'objet d'un actual play, d'ailleurs, qui s'appelle Sarita Colonia, que vous retrouverez sur la chaîne. À un moment donné, en impro, il se trouve qu'un des joueurs contacte quelqu'un pour lui demander un service, et puis il se trouve qu'il fait un échec critique, je crois, et donc je considère que la personne qui l'appelle, il se trouve qu'elle lui doit de l'argent. Enfin, le joueur, le personnage plutôt incarné par mon joueur, doit de l'argent à cette personne qui l'appelle, donc bien loin de lui rendre un service, il lui rappelle plutôt cette dette. D'accord ? Je crois qu'il finit par lui raccrocher au nez, à dire « Ah, ok, d'accord, oui, je t'ai pas oublié, bim, voilà. » Et puis on a une scène, un peu plus tard, un peu tendue, où il se jouait de la discrétion. Et là, acte manqué de ma part, comment j'aurais pu réutiliser ce truc-là qui s'est joué ? Qui était assez court, donc finalement c'est du petit gras. Donc le petit gras, c'est du petit bourrelet, on aurait pu se l'autoriser. Mais j'aurais pu transformer ce petit gras en pas de gras du tout. Donner du muscle à mon histoire. Si j'avais eu la bonne idée, et malheureusement je ne l'ai pas eu, de faire sonner le portable de mon joueur à un moment où il cherchait à être très discret. Il était en train d'approcher ou de contourner un groupe de zombies. Qu'est-ce que ça aurait été, je pense, intelligent de ma part que de faire sonner le portable, tout simplement, de son créancier, de celui qui veut lui réclamer les sous-sous que mon joueur lui doit. Acte manqué. Voilà, j'aurais pu transformer ce qui était a priori du petit gras, du petit bourrelet, j'aurais pu le transformer en muscle pour mon histoire. Donc je pense qu'il faut essayer de naviguer là-dedans, c'est-à-dire réserver un sort à tout ce qui finalement, peut-être un peu par accident, a pris de la place dans mon histoire. Alors, c'est vrai que c'est pas simple parce que si on analyse, c'est pas tant la place que prend un élément dans l'histoire, son importance, qui fait qu'on doit le retenir ou pas, c'est surtout, sincèrement, son utilité. C'est-à-dire que tout doit avoir une utilité dans l'histoire que vous êtes en train de délivrer. Je vous prends un exemple tout bête, on va revenir sur l'exemple de notre enquêteur de police. Finalement, je veux raconter une enquête de police, une enquête criminelle. Si j'applique un peu mon raisonnement, je dirais un peu de manière jusque-boutiste, on pourrait se dire, finalement, on va peut-être pas jouer tout ce qui se joue avant, là. On va directement attaquer notre scénario à, il est sur la scène de crime, il collecte des indices, il collecte des informations, et en avant Guingamp. C'est un choix, et il est pas mauvais. In media res, on est directement dans l'action. Pourquoi pas ? Est-ce que, pour autant, ce serait faire du gras que de dire « Tiens, mon enquêteur, ce matin-là, comme à son habitude, va prendre son café, attablé seul, attablé au bout du comptoir du café de la rade. »
Une fois ce rituel accompli, il se rend, je dirais, au commissariat, tatati tatata, ou sur le lieu de l'enquête, etc. On pourrait se dire, ce que tu viens de raconter là, c'est un peu du gras. Ben non, non, je pense pas, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on vient de raconter là? Il prend son café tous les matins. Tiens, mon personnage a des rituels, il a des habitudes. Seul, est-ce que c'est quelqu'un qui est d'un naturel solitaire? Est-ce que cette solitude est subie? Peut-être que les collègues du bureau n'en sont pas, ils ont de la défiance vis-à-vis de lui, et qui se retrouvent être seuls bien malgré lui, ou peut-être que c'est un choix. Au café de la Rade, peut-être que notre scénario se passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourquoi pas à Marseille, voilà. Bon, on a donné des éléments d'information, donc là on n'a pas fait du gras, c'est-à-dire tous les éléments qui étaient présentés là dans mon récit renseignent, donnent des petites touches, à mon personnage, donne des petites touches pour avoir des clés de compréhension de mon histoire. D'accord ? Autre effet aussi, et ce pourquoi on a... c'est peut-être un peu décousu, je parle dans toutes les directions, comme d'habitude, me direz-vous, pour ceux qui me suivent. Ce pourquoi il est important de dégraisser aussi. C'est que les contrastes sont assez importants. Il y a toujours, je dirais, quelque chose prend de la force quand il est mis en contraste avec autre chose. Ça marche dans tout. C'est-à-dire qu'un moment calme ne paraît jamais autant calme que quand il est mis en juxtaposition d'un moment fort. Hein. En musique, ça marche comme ça, dans l'art, dans tout. Prenons exemple tout bête. Imaginons, je mets du blanc à ma gauche, je mets du noir à ma droite. Alors pour vous, c'est peut-être inversé, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Entre les deux, je mets une progression de dégradé. Blanc, voilà. Et puis petit à petit, je vais aller à mon gris moyen. Et puis je vais finir par aller dans mon noir. Bon, de manière imperceptible, sans m'en rendre compte, je vais glisser du blanc vers le noir. Sans m'en rendre compte. Je suis pas énormément bousculé. D'accord ? Visuellement. Par contre, si je mets du blanc là et que je mets du noir là, et puis entre les deux, pas de dégradé. Là, le contraste est fort. Votre blanc ne paraît jamais aussi blanc que quand vous le mettez avec du noir à côté, vraiment juste à côté, à tel point d'ailleurs que vous pourriez vous permettre de mettre un gris un peu clair, qui paraîtrait être d'un blanc éclatant, tout simplement parce que vous lui avez juxtaposé du noir à côté. Eh bien ça, c'est un procédé de narration qui est très utile et que vous perdez complètement à partir du moment où vous rajoutez dans votre histoire et dans l'histoire que vous êtes en train de raconter, vous laissez le gras s'installer. On évitera difficilement le petit bourrelet dans nos histoires de jeux de rôle, évidemment, parce que nos histoires de jeux de rôle, elles se jouent au présent, et que c'est compliqué de maîtriser complètement ce dégraissage-là quand on est sur une histoire collaborative qui se raconte au présent. Mais voilà, le fait d'intégrer cette idée-là, je pense, est déjà intéressante pour essayer de faire que le gras, quand il survient, reste au stade du petit bourrelet, il s'installe pas trop longtemps, ou alors que quand un élément intervienne, de se dire, tiens, c'est un élément un petit peu grassouillé, mais comment je peux le transformer en muscle? Pensez à l'exemple que je vous ai cité précédemment. Et c'est pour moi l'affaire un peu de tous, c'est-à-dire que effectivement le meneur en est un peu le garant, parce que c'est lui qui est le principal, je dirais, principal acteur quant au rythme qu'il va injecter à la table, et souvent l'énergie d'une table, c'est lui qui donne le là, quoi. Hein. Si vous avez un meneur qui n'est pas énergique, qui fait pas preuve d'éloquence, et qui donne pas un rythme à son histoire, les joueurs vont, vous allez le constater, se calquer. Hein. Il y a un phénomène d'imitation évident, c'est-à-dire que le meneur, celui qui a la mène, je dirais qui donne le là, et les autres se mettent au diapason. Donc si le meneur n'est pas énergique, les joueurs ne seront pas énergiques. Par contre, si le meneur est énergique, des joueurs qui sont peut-être pour certains d'un naturel un peu moins énergiques vont être tirés vers le haut. Donc effectivement, c'est le meneur qu'on est le principal garant, mais pour autant, je pense qu'en tant que joueur, joueuse, il est important d'avoir aussi conscience de cela, dans les interventions que l'on fait, dans le roleplay qu'on va livrer. Au moment où on prend la parole, je pense qu'il est intéressant de se dire, tiens, dans ce que va dire mon personnage là,
Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça raconte de mon personnage? Est-ce que ça sert à faire progresser le récit? Est-ce que ça donne des éléments? Est-ce que c'est utile, quoi? Et si on sent que notre intervention, ça ne va être que du gras, ou alors notre intervention qui était musclée au départ commence un petit peu à rentrer dans du grassouillet, eh bien peut-être arrêter, la cesser. Alors c'est pas commode, pourquoi? Parce que souvent, instinctivement, c'est assez confortable, le grassouillet. C'est-à-dire que surtout pour des meneurs qui vont manquer un petit peu, je dirais, de confiance, à partir du moment où les joueurs vont se lancer dans un roleplay, le meneur, un peu consciemment ou inconsciemment, se dit « Tiens, ça joue ». Donc, ils sont occupés. Moi, je me décharge de ça. J'ai pas besoin d'intervenir. Je suis dans une situation de confort. Je rentre en mode passif. Et mes joueurs jouent. Sauf que, en fait, c'est un peu esquiver le problème. Et puis aussi, le meneur, quand il laisse les joueurs, je dirais, rentrer dans un roleplay qui commence à prendre un peu du gras et puis n'a plus trop d'intérêt, ou à explorer des parties de l'histoire, ou rallonger des scènes qui ne méritent pas d'être rallongées, le meneur a l'impression d'économiser son scénario. Parce qu'il y a toujours ce stress-là, qui est un mauvais stress et un faux stress pour ceux qui font du jeu de rôle de manière très récurrente, vous le savez, de se dire « Oulala, je veux pas épuiser mon scénario trop vite ». Sauf qu'en vrai, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que on pense régler notre scénario en 2 sessions, et il nous en faut 4, 5, voire une année. Bon. J'exagère un peu, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, déjà se dire que, à la force de l'observation, en tant que meneur, si je dois faire un constat, c'est plutôt que mes scénarios durent plus longtemps que ce que j'ai prévu, donc avoir le sentiment de se dire « Oulala, je vais épuiser mon scénario trop vite si je les laisse pas s'embourber dans du roleplay qui peut être confortable mais qui finalement sert pas à grand chose et dessert l'intensité de la partie », en fait, faux problème. Parce que si vous analysez bien, la plupart de vos parties, vous les jouez, je pense, pas me tromper, plus longtemps que ce que vous aviez prévu au départ. Donc, faux problème, l'idée de je vais épuiser mon scénario. Donc, c'est, je dirais, c'est se faire un peu violence en tant que meneur, essayer de sentir et de se dire, tiens, là, je sens bien que le roleplay, c'est joli, c'est confortable, même si c'est très bien fait, cette scène-là, ok, ils sont en train d'acheter des flèches dans une auberge, sauf que ça prend un temps fou, et que c'est pas ça qu'on a envie de voir. Quand vous allez voir Le Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas envie de voir Legolas qui va passer 130 plombes chez le marchand en train de... Voilà, bon, je dis ça, je dis n'importe quoi, on s'en fout. Vous avez compris le raisonnement. Et pourquoi il faut faire cela? Parce que même si ça a l'air confortable sur l'instant présent, il se trouve qu'à l'observation et avec de l'expérience, on se rend compte que les parties mémorables, selon moi, celles qui ont été denses, qui ont marqué, sont celles qui, de manière consciente ou inconsciente, ont fait un peu cet effort-là, à mon avis, de concision, on fait cet effort-là de dégraissage pour véritablement garder captif l'attention. Parce qu'il y a aussi cet effet pervers-là qui peut s'installer, c'est-à-dire que si vous avez tendance à faire des mains de jeu de rôle dans lesquels il y a beaucoup de gras, du coup vos joueurs ne seront plus forcément attentifs constamment à ce que vous allez livrer, à ce que vous allez exprimer, puisqu'ils auront été habitués à un moment donné à se dire oui, bon là je sais très bien que là ce qui est en train de se jouer, c'est pas vraiment un truc super important, je peux ne pas écouter, je peux regarder mon portable, je peux faire autre chose, voilà. Je le sens bien que c'est pas du scénar, ça. J'ai l'habitude avec mon meneur. Là, il est en train de faire du gras. Alors, il vous le dira pas, mais inconsciemment, vos joueurs vous connaissent quand vous jouez beaucoup et souvent avec eux. Donc, pour éviter qu'ils rentrent là-dedans, il faut essayer de faire que tout ce qui se joue, tout ce qui se dit, tout ce qui se montre est important. Et ce qui se joue et qui se dit, qui a l'air de ne pas être important, le deviennent après. Et là, vos joueurs, je peux vous assurer que, normalement, ils vont être attentifs tout le long, et à partir du moment où ils sont attentifs tout le long, ils sont captifs, et forcément, l'expérience pour eux sera bonne, et sera, je dirais, intense, qu'il s'agisse de sauver un petit village, comme de sauver la planète Terre de la venue d'un astéroïde qui viendrait à tous nous exterminer. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense avoir tout dit, je regarde mes notes que je n'ai plus d'ailleurs, bon bref, je pense avoir exprimé tout ce que j'avais exprimé sur ce sujet, il y aurait encore bien des choses à dire, nous en explorerons d'autres de ces sujets-là,
de manière plus soutenue, hein. Je fais, voilà, en 2023, fin 2023, ça a été un peu compliqué, je pense pour ceux qui ont suivi la chaîne, d'être régulier, mais là on va reprendre le flambeau, et on va essayer d'être plus productif, d'envahir encore davantage votre espace, et oui, j'en suis désolé. Sur ce, je vous souhaite de belles parties, et puis je vous dis à bientôt.